J'avais rêvé d'avoir ma propre maison depuis mes 19 ans. À l'époque où j'étudiais à l'université de Lyon, je contemplais les petites maisons de Croix-Rousse avec envie. Ces logements modestes, nichés dans les pentes de ce quartier pittoresque, représentaient pour moi l'indépendance et la stabilité que je n'avais jamais connues. Pendant que mes amis profitaient des week-ends pour flâner sur les berges du Rhône ou faire la fête dans les bars de la Presqu'île, je travaillais double service dans une brasserie du Vieux-Lyon. Les pourboires s'accumulaient dans un bocal en verre caché sous mon lit. Chaque pièce me rapprochait de mon rêve. Pendant que mon frère, Nicolas, passait ses journées à jouer aux jeux vidéo dans l'appartement de mes parents à Villeurbanne, dépendant d'eux pour tout, depuis son loyer jusqu'à ses repas, je mettais de côté chaque euro que je pouvais. Les années ont passé. J'ai quitté la brasserie pour un poste d'assistante dans une agence immobilière à La Part-Dieu. Ironie du sort, je passais mes journées à vendre des maisons aux autres tout en attendant patiemment mon tour. Mon patron, Monsieur Lambert, me regardait parfois avec curiosité lorsqu'il me voyait noter les détails des propriétés abordables dans un petit carnet que je gardais toujours sur moi. Mademoiselle Dubois, me disait-il, vous êtes la seule personne que je connaisse qui s'intéresse plus aux maisons qui ne rapportent presque pas de commission. L'appartement que je louais à Guillotière était minuscule, à peine plus grand qu'une chambre d'étudiant. Le plafond fuyait quand il pleuvait, et le chauffage fonctionnait une fois sur deux en hiver. Mais je m'en accommodais. Chaque euro économisé sur un loyer plus confortable était un euro de plus vers mon objectif. Je ne partais pas en vacances comme mes collègues. Pas de semaine à la mer en été, ni de week-end dans les Alpes en hiver. Quand Céline, ma meilleure amie, est venue me proposer un voyage à Barcelone pour nos 30 ans, j'ai dû refuser. Elle n'a pas compris. « Tu ne vis qu'une fois, Sophie », m'a-t-elle dit, déçue. Mais moi, je savais ce que je voulais. Les nouilles instantanées sont devenues mon repas du soir plus souvent que je ne voudrais l'admettre. J'ai appris à transformer des légumes bon marché du marché de la Croix-Rousse en repas qui pouvaient durer toute la semaine. Je dormais 5 heures par nuit, me levant tôt pour prendre des cours de comptabilité avant d'aller travailler, puis rentrant tard après avoir aidé Madame Moreau, ma voisine âgée, avec ses courses en échange de quelques euros. 15 ans. 15 longues années de sacrifice, de non aux sorties coûteuses, aux vêtements neufs, aux petits plaisirs que les autres considéraient comme acquis. 15 ans à regarder mon frère faire l'inverse, enchaînant les jobs temporaires quand l'envie lui prenait, avant de retourner chez nos parents dès que les choses devenaient compliquées. Et puis, un mardi de printemps, j'ai reçu l'appel de Maître Durand, le notaire. Mademoiselle Dubois, les derniers papiers sont prêts. Vous pouvez venir les signer quand vous voulez. Ma main tremblait tellement que j'ai failli faire tomber mon téléphone. La maison que j'ai finalement achetée n'était pas luxueuse, mais elle était à moi. Une petite maison de 2 étages dans le quartier de Montchat, avec un minuscule jardin où poussaient des rosiers sauvages et un cerisier. La façade avait besoin d'être rafraîchie, l'électricité datait des années 80, mais les fenêtres orientées à l'est laissaient entrer un soleil doux chaque matin. Chaque carrelage, chaque meuble que j'ai choisi avec soin, chaque coup de pinceau sur les murs représentait une partie de moi. Je n'ai pas seulement acheté une maison, j'ai construit un sanctuaire. La première nuit, j'ai dormi sur un matelas posé à même le sol de la chambre principale, entouré de cartons qui contenaient 15 ans de ma vie. Je me suis réveillée avant l'aube, momentanément désorientée, avant de me rappeler où j'étais. Chez moi. Ce jour-là, debout dans le salon vide, les rayons du soleil dessinant des motifs sur le parquet usé, mes mains tremblaient. Ce n'était pas de l'anxiété, mais une joie silencieuse, presque sacrée. J'étais enfin chez moi. Mes parents sont venus visiter quelques semaines plus tard. Ma mère, Marie, a parcouru les pièces avec un sourire tendu, commentant à mi-voix que c'était bien pour une personne seule. Mon père, Paul, a inspecté les murs, les plafonds, le système de chauffage, cherchant des défauts qu'il n'a pas trouvés. Je voulais qu'ils soient fiers, qu'ils comprennent ce que j'avais accompli par moi-même. Mais leurs félicitations semblaient forcées, comme si mon succès les mettait mal à l'aise. J'ai mis cela sur le compte de leur génération, celle qui avait grandi avec l'idée qu'une femme seule ne devrait pas vivre seule, que l'accomplissement le plus important était de fonder une famille. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. Des conversations à voix basse, des regards étranges, et un intérêt soudain et inquiétant pour la disposition de ma maison et les chambres d'amis. Au début,
j'ai ignoré ces signaux d'alarme. J'étais trop occupée à transformer cette maison en foyer, à repeindre les murs, à restaurer le parquet, à planter des herbes aromatiques dans le jardin. Pour la première fois depuis 15 ans, je me sentais en paix. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose se préparait. Je ne savais pas encore quoi, mais je n'aurais jamais imaginé ce qu'ils étaient en train de planifier. Je l'ai découvert par hasard, un dimanche pluvieux de novembre. J'étais passée chez mes parents à Villeurbanne pour le traditionnel déjeuner dominical. Un rituel que j'avais maintenu malgré mon déménagement, par habitude plus que par plaisir. Ma mère avait préparé un pot-au-feu, le plat réconfortant qu'elle cuisinait toujours quand le temps devenait gris. Nicolas était arrivé en retard, comme d'habitude, traînant derrière lui sa nouvelle petite amie, Amélie, une femme au regard fuyant qui caressait constamment son ventre arrondi. Une grossesse de 5 mois qu'il avait annoncée à la famille avec un mélange étrange de fierté et d'appréhension. J'avais félicité mon frère par politesse, mais je connaissais trop bien son incapacité chronique à assumer ses responsabilités. Après le repas, alors que ma mère servait le café dans le salon, j'étais montée à l'étage pour utiliser la salle de bain. En redescendant, j'ai entendu leur voix provenant du bureau de mon père. La porte était entr'ouverte, et je ne comptais pas m'arrêter, jusqu'à ce que j'entende mon nom. La voix de mon père était basse, conspirante. Sophie n'a pas besoin de tout cet espace, et Nicolas a besoin d'aide maintenant qu'il va avoir un bébé. Ma mère a acquiescé. Je pouvais presque la voir hocher la tête, ce mouvement caractéristique qu'elle faisait quand elle approuvait une idée de mon père. Il est temps qu'on les y installe. Elle comprendra, c'est la famille. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis figée dans le couloir, incapable de bouger. Ils ne me demandaient pas mon avis, ils organisaient déjà le déménagement. Mon frère, qui n'avait fait aucun effort dans sa vie, allait maintenant être récompensé pour sa paresse en recevant ce pourquoi je m'étais battue. Il ne pensait pas à moi, il voyait simplement ma maison comme un bien à réattribuer. Elle a 2 chambres d'amis qui ne servent à rien, a continué mon père. Et ce jardin serait parfait pour un enfant. Nicolas pourrait convertir le bureau en nurserie. Là elle va se fâcher, a dit Amélie, d'une voix si faible que je l'ai à peine entendue. Nicolas a ri, ce rire désinvolte qui m'avait toujours irrité. Ma sœur adore jouer les durs, mais elle cède toujours. Elle ne peut pas dire non à maman. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. La trahison était si profonde, si viscérale, que j'en avais le souffle coupé. 15 ans de ma vie. 15 ans de sacrifices que je n'avais jamais regrettés, parce qu'ils avaient mené à quelque chose qui m'appartenait vraiment. Et maintenant, sans même me consulter, ma famille planifiait de me le prendre. Je suis restée là, dans ce couloir de mon enfance, à écouter ma famille discuter de la façon dont ils allaient s'approprier ma maison. Ils parlaient de changer la couleur des murs, de réarranger les meubles, d'installer Nicolas dans ma chambre d'amis principale parce qu'elle avait la meilleure lumière pour le bébé. Comme si ma maison était déjà la leur. Quand j'ai finalement retrouvé l'usage de mes jambes, je suis descendue au salon et j'ai attendu qu'ils reviennent. Je me souviens avoir fixé la collection de porcelaine de ma mère, ces figurines délicates qu'elle avait accumulées au fil des ans et qu'elle m'avait toujours défendu de toucher enfant. Comme elle paraissait fragile maintenant. Comme tout me semblait fragile. Ils sont revenus en riant, s'arrêtant net en me voyant assise seule dans le salon, mon visage certainement aussi blanc que la nappe. « Sophie, ça va ?» a demandé ma mère, un soupçon d'inquiétude dans la voix. « Quand comptiez-vous me parler de votre plan ?» ai-je demandé, ma voix étrangement calme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Il y a eu un moment de silence, un de ces silences lourds qui précèdent les orages. Puis mon père a pris cet air autoritaire qu'il avait toujours utilisé quand il estimait que ses décisions n'étaient pas à discuter. « Nous allions t'en parler aujourd'hui, Sophie. Nicolas et Amélie ont besoin d'un endroit pour élever leur enfant. Et pourquoi ma maison ? La maison pour laquelle j'ai travaillé pendant 15 ans ? Ne sois pas égoïste, ma chérie, a dit ma mère, utilisant ce diminutif qu'elle réservait au moment où elle voulait me faire plier. Et Nicolas a une famille maintenant. Toi, tu es seule. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. C'était donc ça. Toutes ces années où j'avais travaillé, économisé, renoncé à tant de choses, elles ne valaient rien face à l'accomplissement suprême de mon frère, avoir mis une femme enceinte.
J'étais seule et donc ma vie, mes efforts, mes sacrifices comptaient moins que les siens. C'est parce que j'ai tout sacrifié pour en arriver là, ai-je crié, perdant enfin mon calme. J'ai renoncé à sortir, à voyager, à vivre comme les autres de mon âge pour avoir cette maison. Nicolas n'a jamais fait d'efforts, il a toujours compté sur vous, et maintenant vous voulez lui donner ce que j'ai gagné? Mon père a froncé les sourcils, ce pli caractéristique apparaissant entre ses yeux. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans une famille, Sophie. On s'entraide. On partage. Partager? J'ai presque ri. Depuis quand Nicolas partage-t-il quoi que ce soit? Qu'a-t-il jamais partagé avec moi? Il s'agit d'un bébé, a insisté ma mère. Ton neveu ou ta nièce? Tu ne veux pas aider ta propre famille? Ma maison n'est pas une aide sociale, ai-je répondu, sentant ma résolution se renforcer. C'est ma maison. Je l'ai achetée. J'ai signé les papiers. J'en paie l'hypothèque. Et je dis non. Ils n'ont pas bougé. Ma mère a échangé un regard avec mon père, ce regard qu'il partageait quand il communiquait sans mots. Tu ne peux pas dire non à ta famille, a-t-elle finalement dit, comme si c'était une vérité universelle. Vous ne m'avez pas demandé mon avis. Vous avez fait des plans derrière mon dos. Ce n'est pas ça, la famille. Nicolas, qui était resté silencieux jusque-là, a finalement parlé. Là allez, Sophie. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de tout cet espace. Tu n'as même pas de petit ami. C'était si typique de lui. Réduire 15 ans de mon travail à une question de statut relationnel. Comme si le fait d'être en couple était le seul accomplissement qui comptait. Et quand tu en auras un, a ajouté ma mère avec ce ton mielleux qu'elle prenait quand elle essayait de me manipuler, vous pourrez tous vivre ensemble. Une grande famille heureuse. Je les ai regardés tous les trois, assis dans ce salon familier, et j'ai réalisé qu'ils ne me voyaient pas vraiment. Ils ne voyaient pas la femme de 34 ans qui avait construit sa vie avec détermination et discipline. Ils voyaient encore la petite fille qui cédait toujours, qui donnait toujours ses jouets à Nicolas quand il pleurait, qui acceptait toujours de prendre le plus petit morceau de gâteau. Non, ai-je dit, et cette fois, ma voix n'a pas tremblé. C'est ma maison, et vous n'y vivrez pas. Ma mère a pleuré. Mon père a serré les poings. Et quand je suis partie ce jour-là, ils m'ont appelée Ubruja Egoísta, sorcière égoïste, un surnom que ma grand-mère espagnole utilisait pour les femmes qui osaient dire non à leur famille. Ce jour-là, quelque chose en moi s'est brisé. Pas mon cœur, ni ma volonté, mais les chaînes invisibles qui m'avaient toujours liée à leurs attentes, à leur définition étroite de ce que devait être une bonne fille. Le lendemain matin, j'ai appelé un serrurier. Monsieur Renaud est arrivé à 9 heures précises, son camion blanc garé devant ma maison. Un homme aux mains calleuses et au regard bienveillant qui n'a pas posé de questions quand je lui ai demandé de changer toutes les serrures. Il a travaillé en silence, remplaçant méthodiquement chaque cylindre, chaque verrou. Quand il a terminé, il m'a remis 3 jeux de clés neufs, brillants sous la lumière de midi. Voilà, madame. Personne n'entrera sans votre permission maintenant. J'ai payé sans sourciller, même si le montant représentait presque un quart de mon budget mensuel pour les réparations de la maison. C'était un investissement nécessaire, pas seulement dans ma sécurité, mais dans ma liberté. En début d'après-midi, j'ai fait le tour du quartier. Montchat est un village dans la ville, où les voisins se connaissent encore par leur nom. J'ai sonné chez les Petits, un couple de retraités dont le jardin jouxtait le mien. Madame Petit m'a accueilli avec du thé et des madeleines encore chaudes. Je suis désolée de vous déranger, ai-je commencé, mais j'ai un problème familial. J'ai hésité, cherchant mes mots. Comment expliquer à des étrangers que ma propre famille planifiait de s'emparer de ma maison? Mes parents et mon frère pourraient essayer d'entrer chez moi quand je ne suis pas là. Je voulais vous prévenir que personne ne devrait être chez moi en mon absence. Monsieur Petit a posé sa tasse et m'a regardé avec une intensité surprenante. Ma petite, nous avons vu beaucoup de choses dans notre vie. Si quelqu'un essaie d'entrer chez vous sans que vous soyez là, nous appellerons immédiatement la police. J'ai fait de même avec les Martin à ma gauche et les Dubois en face. Tous ont promis de veiller. Dans cette petite rue tranquille de Lyon, j'avais trouvé des alliés que je n'avais pas cherchés. Le jour suivant, j'ai pris un rendez-vous avec Maître Leclerc, une avocate spécialisée dans le droit immobilier.
Son cabinet était situé dans un immeuble haussmannien du 6e arrondissement, avec des boiseries anciennes et des livres de droit qui tapissaient les murs jusqu'au plafond. Je veux savoir mes droits, lui ai-je dit sans préambule. Et je veux savoir comment les protéger légalement. Maître Leclerc, une femme élégante d'une 50aine d'années, m'a écouté attentivement, prenant des notes occasionnelles. Quand j'ai fini mon récit, elle m'a regardé par-dessus ses lunettes avec un mélange de compassion et de détermination professionnelle. Mademoiselle Dubois, votre situation est juridiquement claire. La maison est à vous. Personne ne peut y entrer sans votre permission explicite, famille ou non. Si vos parents et votre frère tentent de s'y installer sans votre consentement, ce serait une violation de domicile, punissable par la loi. Elle m'a conseillé d'installer des caméras de sécurité, de documenter toute tentative d'intrusion, et m'a préparé un document officiel, une mise en demeure que je pourrais leur envoyer si nécessaire. Espérons que vous n'en aurez pas besoin, a-t-elle dit en me remettant le document dans une enveloppe au seau de son cabinet, mais il vaut mieux être préparé. De retour chez moi, j'ai installé l'application de surveillance sur mon téléphone, connectée aux 2 caméras que j'avais placées, une à la porte d'entrée, l'autre donnant sur le jardin arrière. Puis j'ai passé la soirée à contempler mon téléphone. 23 appels manqués. 15 messages vocaux. Des dizaines de SMS. Tous de ma famille. Sophie, il faut qu'on parle. Et tu ne peux pas nous ignorer comme ça. Et Nicolas est très déçu par ton comportement. Je suis ta mère, tu ne peux pas me traiter ainsi. Je les ai écoutés tous, sentant un mélange de colère et de tristesse monter en moi. Aucun ne contenait d'excuses. Aucun ne reconnaissait qu'ils avaient outrepassé leurs droits, violé ma confiance. Ils étaient tous centrés sur leurs sentiments, leurs besoins, leur déception face à mon refus de me plier à leur volonté. Le dernier message était de mon père, sa voix grave vibrant d'une autorité que je connaissais depuis l'enfance. Sophie, nous venons demain à 14h pour discuter. Nous réglerons cette situation comme une famille. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Et pour la première fois de ma vie adulte, j'ai décidé que je n'obéirais pas. Je leur ai envoyé un message simple, je ne serai pas disponible demain. Ne venez pas à ma maison. Je vous contacterai quand je serai prête à parler. La réponse de ma mère est arrivée presque immédiatement, nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous fermer ta porte. C'est exactement ce que je fais, ai-je répondu, sentant une étrange libération dans ses mots. Et si vous essayez de venir quand même, je ne vous laisserai pas entrer. Le lendemain, j'ai pris un jour de congé. J'ai passé la matinée à ranger ma maison, à laver les vitres, à plier soigneusement mon linge. Des actions ordinaires qui, aujourd'hui, semblaient chargées d'une signification nouvelle. Chaque objet à sa place, chaque recoin ordonné selon ma volonté, pas la leur. À 13h45, j'ai vu la voiture de mon père se garer devant ma maison. Ils étaient tous là, mon père au volant, ma mère sur le siège passager, Nicolas et Amélie à l'arrière. Je les ai regardés depuis ma fenêtre, invisibles derrière les rideaux que j'avais choisis avec tant de soin. Ils ont sonné. 1 fois. 2 fois. Puis mon père a frappé à la porte, ses coups devenant de plus en plus insistants. J'ai regardé mon téléphone s'illuminer avec leurs appels. J'ai entendu la voix de ma mère appeler mon nom. Je n'ai pas bougé. Après une demi-heure, ils sont partis. Par la fenêtre, j'ai vu ma mère essuyer des larmes tandis que mon père serrait les mâchoires, ce tic familier qui trahissait sa colère contenue. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond, sans rêve, pour la première fois depuis longtemps. Le lendemain, j'ai bloqué leur numéro. Tous. Le silence a remplacé les messages quotidiens et les appels familiaux forcés. Ça faisait mal. Mais ce qui faisait plus mal, c'était la réalisation qu'ils ne m'avaient jamais vraiment vue comme une personne à part entière, seulement comme un outil. Un moyen d'arriver à leur fin. La semaine suivante, j'ai reçu une lettre de ma mère. L'enveloppe était parfumée de ce parfum qu'elle portait depuis que j'étais enfant, une odeur qui évoquait les dimanches en famille et les repas de Noël. À l'intérieur, plusieurs pages de son écriture soignée. Elle parlait de déception, de devoir familial, de l'ingratitude des enfants. Elle mentionnait tout ce qu'ils avaient fait pour moi, les repas cuisinés, les vêtements achetés, les nuits passées à mon chevet quand j'étais malade.
Comme si ces actes parentaux normaux étaient des dettes que je devais maintenant rembourser en leur donnant ma maison. À la fin, elle évoquait ma solitude, me rappelant que, sans famille, on n'est rien. C'était à la fois une menace et un appel à la culpabilité. J'ai brûlé la lettre dans ma cheminée, regardant les mots se consumer jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres grises. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal pour la première fois depuis des années. Pas pour répondre à ma mère, mais pour me parler à moi-même, pour clarifier mes pensées. Je ne suis pas rien, ai-je écrit. Je suis une femme qui a construit sa vie pierre par pierre, sacrifice par sacrifice. Je ne leur dois pas ma maison. Je ne leur dois pas ma vie. 3 semaines ont passé. Le printemps progressait, et les rosiers dans mon jardin commençaient à bourgeonner. J'allais travailler, je rentrais chez moi, je vivais ma vie. Parfois, le silence de mon téléphone me pesait. L'absence des appels du dimanche matin de ma mère, même ceux qui m'irritaient, laissait un vide. Mais ce vide était préférable à la dépossession qu'ils avaient planifiée pour moi. Et puis, un mardi comme un autre, alors que je quittais l'agence immobilière, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Mouvement détecté. Mouvement détecté. L'alerte clignotait sur mon écran, accompagnée d'une image de ma porte d'entrée. Mon cœur s'est arrêté. C'étaient mes parents, et Nicolas. Ils étaient revenus. Mais cette fois, ils n'étaient pas venus seuls. Je me suis connectée au flux vidéo en direct et j'ai senti mon sang se glacer. Devant ma maison, un camion de déménagement était garé, moteur tournant. 2 hommes en uniforme bleu attendaient, bras croisés, à côté du véhicule. Mon père parlait avec animation à l'un d'eux, pointant vers ma porte d'entrée. Ma mère se tenait à l'écart, un air de triomphe retenu sur le visage. Nicolas faisait les 100 pas sur le trottoir, donnant des ordres aux déménageurs. Ils étaient venus avec un camion de déménagement. Sans mon autorisation. Sans même m'avertir. Pendant un moment qui m'a semblé une éternité, je suis restée figée devant mon téléphone, incapable de respirer, de penser, de bouger. Puis la réalité de la situation m'a frappée comme un coup de poing, ils ne demandaient pas, ils prenaient. Ils ne négociaient pas, ils envahissaient. J'ai appelé Maître Leclerc, les mains tremblantes. Ils sont chez moi. Avec un camion de déménagement. J'arrive, a-t-elle répondu sans hésitation. Appelez la police. Dites-leur qu'il y a une tentative d'intrusion à votre domicile. Je serai là dans 20 minutes. N'interagissez pas avec eux avant mon arrivée. J'ai raccroché et composé le 17. La voix calme de l'opératrice m'a demandé la nature de l'urgence. J'ai expliqué la situation, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru possible. Une patrouille est en route, madame. Restez à l'écart s'il vous plaît. Mais je ne pouvais pas rester au bureau, à regarder ma famille s'approprier ma maison via une caméra de surveillance. J'ai attrapé mes clés, ignoré les questions inquiètes de mes collègues, et couru jusqu'à ma voiture. Le trajet entre la Pardieu et Montchat m'a paru interminable, même si j'ai conduit bien au-dessus des limitations de vitesse, slalomant entre les voitures sur le boulevard Marius-Vivier-Merle avec une témérité que je ne me connaissais pas. Quand je suis finalement arrivée dans ma rue, la scène qui m'attendait m'a coupé le souffle. Mon père était dans le jardin arrière, agenouillé devant la porte-fenêtre. Il tenait quelque chose dans sa main, un outil. Il semblait essayer de forcer la serrure. Nicolas criait aux déménageurs de se dépêcher, leur montrant des cartons empilés sur le trottoir. Ma mère se tenait simplement là, surveillant la rue comme si tout cela était parfaitement normal, parfaitement justifié. J'ai arrêté ma voiture au milieu de la rue et j'en suis sortie, téléphone en main, déjà en train d'enregistrer. Le bruit de ma portière claquant a attiré leur attention. Ils se sont tous tournés vers moi, et pour la première fois, j'ai vu une lueur d'incertitude dans leurs yeux. Partez immédiatement, ai-je dit, d'une voix ferme et froide que je ne reconnaissais pas. Ils se sont figés. Mon père s'est relevé lentement, cachant maladroitement l'outil derrière son dos. Nicolas a arrêté de donner des ordres. Ma mère a fait un pas vers moi, les bras tendus comme pour m'embrasser. « Sophie, ma chérie, vous êtes en train de commettre une effraction, l'ai-je coupé. Si vous ne partez pas maintenant, j'appelle la police. » Ma voix ne tremblait pas. J'étais finie d'être la fille obéissante.
Pour la première fois, il me voyait non pas comme une enfant, mais comme une femme qui pensait chaque mot qu'elle prononçait. C'est ridicule, a répondu mon père, retrouvant sa contenance. Nous sommes ta famille. Nous ne pouvons pas commettre une effraction dans la maison de notre propre fille. Ce n'est pas votre maison, ai-je répliqué, chaque syllabe claire comme du cristal. C'est la mienne. Et vous n'y êtes pas invité. Les déménageurs échangeaient des regards mal à l'aise. L'un d'eux, un homme plus âgé au visage marqué par les années, s'est approché de mon père. Monsieur, vous m'aviez dit que c'était votre maison et que vous aidiez votre fils à emménager. C'est ma fille, a commencé mon père, sa voix enflant de cette autorité que j'avais toujours redoutée. Elle traverse une période difficile et je suis propriétaire de cette maison, l'ai-je interrompu, m'adressant directement au déménageur. Voici les titres de propriété. J'ai sorti de mon sac les documents que maître Leclerc m'avait conseillé de garder toujours sur moi. Ces personnes n'ont pas mon autorisation pour entrer dans ma propriété ou pour y emménager. Le déménageur a jeté un coup d'œil au papier, puis à mon père, puis à moi. Je suis désolé, madame, monsieur. Nous ne pouvons pas continuer dans ces conditions. Je vous paie, a crié Nicolas, son visage rougissant de colère. Vous faites ce que je vous dis. Nous ne participons pas à des conflits familiaux, a répondu fermement le déménageur. Encore moins à des activités potentiellement illégales. À ce moment précis, une voiture de police s'est garée derrière la mienne, suivie de près par la Peugeot grise de maître Leclerc. 2 agents en sont sortis, leur regard évaluant rapidement la situation. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a demandé l'un d'eux, une femme d'une 40aine d'années au regard perçant. Avant que je puisse répondre, mon père s'est avancé, prenant automatiquement cette posture d'autorité que j'avais vue toute ma vie. Un simple malentendu familial, officier. Rien qui nécessite l'intervention de la police. « Madame ?» L'officier s'est tourné vers moi, ignorant délibérément mon père. « Ces personnes essaient d'entrer dans ma maison sans mon autorisation, ai-je dit calmement. J'ai des preuves qu'ils tentaient de forcer ma serrure arrière. Tout est enregistré sur mes caméras de sécurité. » Maître Leclerc est venu se placer à mes côtés, sa présence me donnant une force que je ne savais pas posséder. « Je suis l'avocate de mademoiselle Dubois », a-t-elle annoncé, tendant sa carte professionnelle à l'officier. Ma cliente a déjà exprimé clairement à ces personnes qu'elles n'étaient pas autorisées à entrer chez elle. Ce qu'ils font ici constitue une tentative d'effraction caractérisée. L'officier a hoché la tête, puis s'est tourné vers mon père. « Monsieur, je vais devoir vous demander, ainsi qu'aux autres personnes présentes, de quitter immédiatement cette propriété. » C'est ma fille, a protesté mon père, sa voix montant d'un octave. Vous ne pouvez pas prendre son parti contre nous. Nous sommes sa famille. La loi prend le parti du propriétaire, monsieur, a répondu l'officier d'un ton neutre mais ferme. Et d'après les documents que je vois, ce n'est pas vous. Ma mère pleurait maintenant, de vraies larmes qui coulaient le long de ses joues. Sophie, comment peux-tu nous faire ça? À ta propre famille? Que vont penser les voisins? Les voisins. Comme si c'était ce qui importait. Comme si l'opinion des autres valait plus que ma dignité, que mon droit de posséder ce que j'avais gagné par mon travail. Les voisins penseront ce qu'ils voudront, ai-je répondu, ma voix étrangement calme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Mais ils savent déjà que vous n'êtes pas les bienvenus ici. En effet, Madame Petit était sur son perron, observant la scène avec une expression de désapprobation sévère. Monsieur Martin était à sa fenêtre, téléphone à l'oreille, probablement en train d'appeler lui aussi la police. Ces gens, que je connaissais à peine, étaient prêts à me défendre contre ma propre famille. Les déménageurs sont remontés dans leur camion, refusant même de regarder Nicolas qui leur criait des insultes. L'un des officiers a pris mon père à part, lui parlant à voix basse mais ferme. Je pouvais voir son expression osciller entre la colère et la résignation. Ma mère s'est approchée de moi, ses yeux rougis me suppliant. « Sophie, s'il te plaît. Pense à ton frère. Pense au bébé. »« J'y pense, ai-je répondu. Et je pense qu'il est temps que Nicolas assume ses responsabilités, comme j'ai assumé les miennes. » Amélie, qui était restée en retrait jusque-là, m'a regardée avec ce qui semblait être un mélange de ressentiment et d'admiration réticente. Puis elle a tiré Nicolas par le bras,
lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Il a secoué la tête, mais elle a insisté, et finalement, ils sont retournés vers leur voiture. Ils ne croyaient pas que j'en étais capable. Alors quand j'ai sorti la lettre de mise en demeure que maître Leclerc avait préparée, leurs visages sont devenus livides. « Tu portes plainte contre ta propre famille ?» a demandé mon père, incrédule. « Je protège ce qui est à moi », ai-je répondu. J'ai tendu une copie à chacun d'eux. Documents légaux. Horodatage des enregistrements de surveillance. Déclaration de témoins de mes voisins. Constat d'huissier attestant de la tentative d'effraction sur ma porte arrière. Il n'était pas préparé à cela. Il pensait que la culpabilité et les liens du sang seraient suffisants pour gagner. Mon père a pris la lettre d'une main tremblante. Ses yeux ont parcouru le document, s'attardant sur les termes juridiques. Je pouvais presque voir son cerveau essayer de comprendre comment sa fille, celle qui avait toujours été si accommodante, si désireuse de plaire, avait pu orchestrer quelque chose d'aussi méthodique, d'aussi implacable. « C'est une plaisanterie », a-t-il finalement dit, mais sa voix manquait de conviction. « Ce n'est pas une plaisanterie, monsieur », a répondu maître Leclerc. Sa voix était professionnelle, sans émotion, mais son regard était dur comme l'acier. Si vous ou tout membre de votre famille tentez à nouveau de pénétrer dans la propriété de ma cliente sans son autorisation explicite, nous déposerons immédiatement une plainte pénale pour violation de domicile, tentative d'effraction, et harcèlement. Nous demanderons également une ordonnance restrictive. Ma mère a porté une main à sa bouche, étouffant un sanglot. « Sophie, tu ne peux pas être sérieuse. Nous sommes tes parents. » « Et ceci est ma maison, ai-je répondu, chaque mot distinct et délibéré. Une maison que j'ai acquise par mon travail, sans aucune aide de votre part. Une maison que vous n'avez pas le droit de réclamer, ni pour vous, ni pour Nicolas. » J'ai regardé mon frère, qui fixait le document dans ses mains comme s'il s'agissait d'un objet étranger. « Tu as toujours eu tout ce que tu voulais, Nicolas. Tout ce dont tu avais besoin t'a toujours été donné. Mais pas cette fois. Pas ma maison. » Nicolas a levé les yeux vers moi, et pour la première fois depuis que nous étions enfants, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à du respect dans son regard. Pas de l'affection, pas de la compréhension, mais une reconnaissance réticente. Comme si, enfin, il voyait que j'étais quelqu'un à prendre au sérieux. Les déménageurs avaient déjà commencé à remballer leurs affaires, rangeant silencieusement les quelques cartons qu'ils avaient sortis. L'un d'eux a murmuré des excuses en passant près de moi. Les officiers de police restaient à proximité, leurs expressions neutres mais vigilantes. Une brise fraîche a soufflé dans la rue, faisant danser les premières feuilles de l'automne sur le trottoir. Pendant un moment, le temps a semblé suspendu. Ma famille et moi, figés dans ce tableau surréaliste, eux d'un côté, moi de l'autre, et entre nous, un gouffre qui semblait impossible à franchir. « Vous devriez partir maintenant, ai-je finalement dit, rompant le silence. Les officiers vont rester jusqu'à ce que vous soyez partis. »« Et après ?» a demandé ma mère, sa voix à peine audible. « Qu'est-ce qui se passe après, Sophie ?» J'ai hésité. C'était la question que je m'étais posée pendant des nuits sans sommeil. Qu'est-ce qui se passerait après ? Comment une famille se remet-elle d'une trahison aussi profonde, aussi fondamentale ? Est-ce même possible ? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas vous faire confiance maintenant. Et sans confiance, il n'y a pas de relation. Mon père a plié soigneusement la lettre et l'a mise dans la poche intérieure de sa veste. Un geste méticuleux, contrôlé, comme tout ce qu'il faisait. Puis il a regardé la maison derrière moi, ses yeux s'attardant sur les fenêtres, le toit, le petit jardin que j'avais commencé à aménager. « Tu es comme ta grand-mère », a-t-il dit finalement. « Têtue jusqu'à la moelle. » Elle aussi refusait de se plier aux attentes familiales. J'ai cligné des yeux, surprise. Ma grand-mère paternelle, Marguerite, était morte quand j'avais 8 ans. Je me souvenais d'elle comme d'une femme douce mais distante, qui parlait peu mais souriait beaucoup. Je n'avais jamais entendu mon père la comparer à quiconque, encore moins à moi. Elle a quitté sa famille à 20 ans, a-t-il continué, son regard perdu dans des souvenirs que je ne pouvais pas voir. Elle est venue à Lyon toute seule, a trouvé un travail, s'est construit une vie. Sa famille l'a renié pendant des années. Il pensait qu'une femme ne devrait pas vivre seule,
ne devrait pas choisir l'indépendance plutôt que la sécurité familiale. Il a secoué la tête, un sourire amer aux lèvres. Et voilà que sa petite fille fait la même chose. L'histoire se répète. Papa, ai-je commencé, ne sachant pas vraiment ce que j'allais dire, mais sentant qu'il y avait quelque chose d'important dans cette révélation inattendue. Non, m'a-t-il coupé, levant une main. C'est trop tard pour les explications. Trop tard pour les excuses. Il s'est tourné vers ma mère. Viens, Marie. Nous partons. Ma mère a hésité, ses yeux passant de mon père à moi. Sophie, a-t-elle murmuré, comme une prière ou une supplication. Au revoir, maman, ai-je répondu, ma voix étrangement calme malgré le tumulte en moi. Les policiers ont accompagné mes parents jusqu'à leur voiture. Nicolas et Amélie les ont suivis, sans un mot, sans un regard en arrière. Le camion de déménagement est parti en premier, puis la voiture de mes parents. Je suis restée là, debout dans ma rue, regardant les véhicules disparaître au coin de la rue. Maître Leclerc a posé une main sur mon épaule. Vous avez été très courageuse, a-t-elle dit doucement. Je ne me sens pas courageuse, ai-je répondu. Je me sens vide. C'est normal. Vous venez de vivre un événement traumatisant. Mais vous avez tenu bon, vous avez défendu vos droits. C'est plus que ce que beaucoup de gens auraient pu faire face à leur propre famille. J'ai hoché la tête, incapable de trouver les mots justes. Les officiers de police se sont approchés pour me faire signer leur rapport d'intervention. L'un d'eux, le plus jeune, m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Vous êtes sûr de vouloir porter plainte ?» a-t-il demandé. « C'est votre famille, après tout. » J'ai senti une vague de colère monter en moi, mais Maître Leclerc a répondu avant que je ne puisse le faire. Ma cliente a déjà exprimé sa volonté de protéger sa propriété par tous les moyens légaux nécessaires. Le fait que les intrus soient membres de sa famille est sans importance d'un point de vue juridique. L'officier a hoché la tête, visiblement mal à l'aise, mais n'a pas insisté. Après leur départ, je suis restée seule avec Maître Leclerc sur le trottoir. Les voisins étaient rentrés chez eux, bien que je puisse voir des rideaux bouger occasionnellement aux fenêtres. La rue avait retrouvé son calme habituel, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Que se passe-t-il maintenant ? Ai-je demandé, faisant écho à la question de ma mère. D'un point de vue légal, nous attendons de voir s'il respecte la mise en demeure, a répondu Maître Leclerc. S'il tente quoi que ce soit d'autre, nous déposerons immédiatement une plainte formelle et demanderons une ordonnance restrictive. Et d'un point de vue personnel ? Elle m'a regardé, ses yeux gris emplis de compassion. Ça, je ne peux pas vous le dire, mademoiselle Dubois. Chacun doit trouver son propre chemin à travers ce genre de crise familiale. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour son honnêteté. Merci pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Je n'ai fait que mon travail, a-t-elle répondu, mais son léger sourire suggérait qu'elle comprenait que ma gratitude allait au-delà de ses services professionnels. Après son départ, je suis restée un moment dans le jardin, respirant l'air frais de cette fin d'après-midi. Les rayons du soleil filtraient à travers les branches du vieux cerisier, projetant des ombres dansantes sur l'herbe. Ce jardin, cette maison, cet espace que j'avais créé était toujours à moi. Il n'avait pas réussi à me le prendre. Pour un moment, j'ai pensé que mon cœur allait se briser. La vision de mes parents partant, vaincus, me rongeait de l'intérieur. Malgré tout ce qu'ils avaient fait, ils restaient mes parents. Les personnes qui m'avaient élevée, qui m'avaient appris à lire, qui avaient soigné mes genoux écorchés et célébré mes réussites. Mais étrangement, mon cœur est resté intact. Il ne s'est pas brisé. Il s'est endurci. Ils avaient franchi une ligne, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je suis rentrée dans ma maison, j'ai verrouillé la porte derrière moi, et j'ai finalement laissé les larmes couler. Pas des larmes de tristesse ou de perte, mais des larmes de soulagement, des larmes de libération. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais en sécurité chez moi. 6 mois ont passé depuis ce jour. L'hiver a recouvert Lyon d'un manteau de neige, transformant les rues de Montchat en paysage de cartes postales. De ma fenêtre, je regarde les flocons tourbillonner dans l'air, s'accumulant doucement sur les branches nues du cerisier dans mon jardin. Il dort maintenant, ce vieil arbre, attendant patiemment le printemps pour se réveiller à nouveau.
Comme moi, il a traversé une saison difficile. Comme moi, il attend son renouveau. Ils n'ont rien tenté depuis. Pas d'appel, pas de lettres, pas de visite surprise. Le silence entre nous est devenu une présence tangible, un mur invisible mais solide. Parfois, je m'arrête devant le téléphone, mon doigt planant au-dessus du numéro de mes parents. Mais je ne compose jamais. La blessure est encore trop fraîche, la trahison trop profonde. J'ai appris par une ancienne amie commune que Nicolas et Amélie ont trouvé un petit appartement à Vénissieux. Que le bébé est né une fille qu'ils ont appelée Clara. Que mes parents les aident financièrement, comme ils l'ont toujours fait. Cette information ne m'a procuré ni satisfaction ni ressentiment. Juste une sorte d'acceptation tranquille. C'est ainsi que les choses sont, que les choses ont toujours été. Parfois, je m'assois dans le salon et je ressens le silence, pas le silence douloureux, mais celui qui apporte la paix. Ma maison me semble à nouveau la mienne. Plus que jamais, en fait. Chaque recoin, chaque objet reflète désormais non seulement mes goûts et mes choix, mais aussi ma détermination, ma force. Cette maison n'est plus seulement un abri, c'est un symbole de ce que je suis capable de faire, de ce que je suis prête à défendre. Pendant ces 6 mois, j'ai transformé la plus grande chambre d'amis en atelier. Un espace lumineux où je peux enfin explorer cette passion pour la photographie que j'avais mise de côté pendant si longtemps. Le mur du fond est désormais couvert de mes clichés, des instantanés de la vie lyonnaise, des portraits de mes voisins, des natures mortes composées d'objets trouvés lors de mes promenades le long du Rhône. Madame Petit m'a présenté à sa petite fille, Lucie, une artiste qui expose dans une petite galerie de la Croix-Rousse. « Tu as du talent », m'a-t-elle dit après avoir vu mes photos. « Tu captures l'âme des choses. » Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Pendant si longtemps, j'avais été définie par ma relation avec ma famille, par mon rôle de fille et de sœur. Maintenant, quelqu'un me voyait pour ce que je créais, pour ce que j'exprimais. La semaine dernière, Lucie m'a proposé de participer à une exposition collective en mars. Rien de grandiose, a-t-elle précisé avec un sourire, juste quelques artistes locaux qui explorent le thème de l'appartenance. L'appartenance. Ce mot résonne en moi d'une façon nouvelle maintenant. À quoi, à qui appartenons-nous vraiment ? Est-ce que j'appartenais à ma famille, ou est-ce que j'appartiens à moi-même, à mes choix, à ma vision de la vie ? J'ai commencé à voir un psychologue, le docteur Moreau, un homme paisible aux lunettes rondes qui m'écoute parler de ma famille avec une attention tranquille. Au début, je trouvais difficile d'exprimer ce que je ressentais. Les mots semblaient inadéquats pour décrire la complexité de mes émotions. Mais peu à peu, j'ai appris à mettre des mots sur cette sensation de trahison, sur cette colère qui brûlait en moi, sur cette tristesse qui me submergeait parfois sans prévenir. Les familles ont des dynamiques complexes, m'a dit le docteur Moreau lors de notre dernière séance. Souvent, les rôles que nous y jouons sont définis très tôt, et il peut être douloureux de les remettre en question, tant pour nous que pour les autres membres. Quel était mon rôle, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Vous étiez la fille fiable, celle qui ne pose pas de problème, celle qui donne sans compter. Et quand vous avez finalement demandé quelque chose pour vous-même ou le respect de vos limites, de votre propriété, cela a bouleversé l'équilibre familial. J'ai hoché la tête, laissant ces mots pénétrer en moi. Je me sens coupable parfois, ai-je avoué. Comme si j'avais dû trouver un autre moyen, une solution qui n'aurait pas mené à cette rupture. La culpabilité est une émotion normale dans votre situation, a-t-il répondu doucement. Mais posez-vous cette question, qui a réellement provoqué cette rupture ? Vous, en défendant ce qui vous appartient légitimement ? Ou eux, en essayant de vous le prendre contre votre volonté ? Cette question m'accompagne depuis, résonnant dans mes pensées aux moments les plus inattendus. Qui a vraiment rompu notre famille ? Et était-elle déjà brisée avant même cet incident, fracturée par des années d'inégalité, d'attentes déséquilibrées et de dynamiques malsaines ? Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai commencé à accepter que ce n'est pas nécessairement ma responsabilité de réparer ce qui a été brisé par d'autres. Ma responsabilité est envers moi-même, envers cette vie que je construis jour après jour dans cette maison qui est devenue mon sanctuaire. J'ai fait de nouvelles connaissances. Pas seulement Lucie, mais aussi Marc, un professeur de littérature qui habite la rue parallèle à la mienne et qui m'a invité à rejoindre son club de lecture. Et Camille,
Une jeune mère célibataire qui travaille à la boulangerie du coin et qui passe parfois prendre un café après sa journée de travail. Ce ne sont pas encore des amis proches, mais leur présence dans ma vie apporte une richesse que je n'avais pas anticipée. Ce soir, alors que l'hiver s'installe confortablement sur la ville, j'allume un feu dans la cheminée que j'ai fait restaurer à l'automne. Les flammes dansent, projetant des ombres mouvantes sur les murs de mon salon. Je m'enveloppe dans une couverture en laine et je me laisse aller à la contemplation du feu. Il y a une beauté dans sa constance changeante, dans la façon dont il transforme ce qu'il touche. Je pense à ma grand-mère paternelle, Marguerite, cette femme que je connaissais si peu et qui, selon mon père, me ressemblait tant. Qui avait quitté sa famille pour construire sa propre vie. Qui avait choisi l'indépendance plutôt que la sécurité familiale. J'aimerais pouvoir lui parler maintenant, lui demander si elle aussi a traversé ce mélange de libération et de perte, cette étrange combinaison de force et de vulnérabilité. En regardant autour de moi, je vois une maison qui reflète qui je suis vraiment. Pas parfaite, certainement, avec ses imperfections et ses projets inachevés. Mais authentique. Vraie. Mienne. J'ai appris à reconstruire. Pas seulement ma confiance, mais mon sens de moi-même. Je ne suis pas le monstre égoïste qu'ils ont dépeint. Je suis une femme qui s'est levée, seule, et qui a dit assez. Et pour cela, je suis fière. Cette maison n'est pas juste 4 murs, c'est un monument à chaque nom auquel personne n'a cru sauf moi. Et quant à eux, ils ont perdu le droit d'y mettre les pieds le moment où ils ont essayé de la prendre par la force. Le temps guérit-il toutes les blessures? Je n'en suis pas sûre. Certaines cicatrices resteront probablement toujours, invisibles mais présentes, comme les marques laissées par les anciens locataires sur le parquet de ma chambre. Mais j'ai appris que les cicatrices peuvent aussi être des témoignages de notre force, des rappels de ce que nous avons survécu. Demain, le soleil se lèvera à nouveau sur mon chat. Il entrera par mes fenêtres orientées à l'est, baignant ma maison de sa lumière dorée. Je me lèverai, je préparerai mon café, et je continuerai à construire cette vie qui est la mienne. Pas la vie qu'ils avaient imaginée pour moi, pas la vie que la société attend d'une femme de mon âge, mais ma vie. Avec ses joies et ses peines, ses certitudes et ses doutes. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens en paix avec cela. Une paix que j'ai gagnée, que j'ai défendue, que j'ai construite pierre par pierre, tout comme cette maison qui m'a pris 15 ans.